Bonjour Angelo Rinaldi, Bonjour Pierre. bienvenue chez vous. Je regrette beaucoup que les circonstances m'aient empêché de venir. J'ai un problème de mobilité qui est assez ennuyeux, mais comment dire, j'aimerais mieux être en ce moment sur un banc du boulevard Lantivy, en train de regarder la mer et le soleil décliner. C'est l'endroit d'Ajaccio que j'aime le plus. Pour quelle raison? Je ne sais pas, parce que Ajaccio a été pour moi toujours la ville des vacances. J'allais chez une de mes tantes. Et, euh, comment s'appelait votre tante? Elle s'appelait Jeanne. Mais son nom de famille? Arnaud. Bon, là, si on commençait cette conversation véritablement par le début, au commencement, pour tout le monde, et la famille et la ville, lesquelles ne font qu'une, très souvent, dans l'imaginaire d'un enfant. À quoi ressemblait Bastia au début des années 40? Bah, au début des années 40, j'étais quand même dans un berceau. Mais disons au début des années 50, bah, c'était une ville qui avait été largement bombardée pendant la guerre. J'ai des souvenirs de ruines, mais c'était comme une ville assez italienne, qui avait été autrefois la capitale de l'île, avec des avenues, des boulevards, bon, voilà, c'était une ville, somme toute, agréable, mais j'avais un faible pour Ajaccio. Euh, Est-ce que Bastia, ce n'est pas finalement une ville qui vous ramène à l'enfance et ce ne sont pas toujours des souvenirs heureux dans la mesure où vous avez été très tôt orphelin de père? Est-ce que vous n'avez pas amalgamé les deux, le fait d'avoir perdu votre père et la ville de Bastia? Bah, perdre son père ne vous fait pas une enfance très heureuse. Enfin, il y a un manque, naturellement. C'était un, c'est un homme dont je n'ai que un très vague souvenir, mais tous ceux qui l'ont connu ont décrit un homme généreux, jusqu'à la prodigalité d'ailleurs, euh, gai, mais tout cela s'est terminé fort mal. Enfin bref, j'étais ce qu'on appelle un pupille de la nation, à cause de la résistance à mon père. Et que vous, que, Quel a été son rôle exactement? Parce que je me permets d'insister dans la mesure où la guerre, la résistance, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous par la suite. Et bien entendu, ça vient de la responsabilité et de l'attitude de votre père. Il était communiste, Oh, bon, il était comme tout le monde gaulo-communiste, ce qui était classique à l'époque. mais pendant la guerre, son activité résistante l'a-t-elle valu des ennuis, des arrestations, des... Bon, vous savez, l'héroïsme on ne l'hérite pas. Il est mort de ce qu'il avait subi, et je suis assez gêné d'en parler parce que ça fait une telle tache noire dans ma vie que, avec toutes les conséquences que ça a eu, que de toute façon, les difficultés que l'on a dans la vie, quand on les a surmontées, c'est qu'elles étaient surmontables. Vous aviez quel âge quand il est parti? Oh, je vais avoir 8 ans, 7 ans, mais il était tout le temps soigné, il était tout le temps à l'hôpital, à Marseille. Donc, je ne sais même pas l'âge que j'ai de lui, un souvenir d'une silhouette. D'ailleurs, d'un homme qui, dans les intermittences de sa maladie, était plutôt gai. Voilà. Bastia, pour vous, c'est surtout la rue de l'Opéra et la fontaine d'Alzetou. Oui. Pourquoi ces deux lieux? Vous habitiez à Euh, côté?
Oui, j'habitais ce que l'on appelait la rue de l'Opéra. Ce que les vieux Bastiais appellent toujours la rue de l'Opéra, bien sûr. Vous avez évoqué votre âge, 8 ans ou 9 ans. C'est aussi un âge important pour vous parce que c'est celui auquel on vous a offert un dictionnaire. Oui, mon père avait eu l'idée, je crois, je l'ai su après, enfin, etc., dans un ton de relative santé, très relative, de m'acheter un dictionnaire je- que j'ai conservé, qui est littéralement en lambeaux, à force d'avoir été consulté. Ben, on peut y voir un symbole. Enfin, tout est symbole de toute manière. Alors, il y a un roman auquel on ne peut pas ne pas penser quand on découvre votre état civil, puisqu'il semble qu'au départ, votre prénom était Ange-Marie et qu'il est devenu Angelo. Est-ce que ça a un rapport avec le hussard sur le toit de Non, Giono? en fait, c'était comme ça qu'on m'appelait ma grand-mère, parce qu'on ne pouvait pas mettre de nom à consonance italienne à l'époque. Donc voilà, ma grand-mère m'appelait ainsi, et à peu près toute la famille. Puisqu'on parle de personnes âgées, il y a une personne très âgée qui était quasi centenaire que vous avez connue et je me demandais si elle était dans un de vos romans. C'est l'une des dernières pleureuses dans l'éloge des disparus, dans les enterrements. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Mais vous en avez connu une. Est-ce que vous vous en êtes servi de ce personnage dans un roman? Oui, j'ai eu le temps de connaître mon arrière-grand-mère, et qui était un peu cela, parce que quand il y avait un deuil, euh, on l'appelait, elle improvisait un peu, mais de véritable, non, je n'en ai pas connu. J'en ai entendu parler. Il en existait encore une ou deux, je crois, dans la région de Bastia, mais c'est tout. Mais c'était une tradition. C'est C'est une façon de renouer avec les pleureuses de la Grèce antique. C'est de là que ça vient. Alors, on se connaît, Angelo, depuis un certain nombre d'années, vous et moi, et j'ai remarqué une chose dans nos conversations, dans nos discussions, parfois très souvent littéraires, mais parfois politiques ou autres, c'est quand vous vous mettez en colère ou que vous êtes un peu susceptible, voire orgueilleux, et qu'on vous le reproche, vous tranchez par un définitif: n'oubliez jamais que je suis corse. Est-ce que Ben c'est... oui, ça signifie un certain état de passion euh, qui apparaît très vite chez mes compatriotes. Nous ne sommes pas des Écossais lymphatiques, hein, ça c'est évident. Est-ce que... Et oui, Non, non, je vous en prie. et la passion est un trait insulaire, me semble-t-il, pour le meilleur et pour le pire. Je me demande si on peut le dire autant des autres insulaires de la Méditerranée. Enfin, chez nous, c'est visible. Est-ce que vous faites une différence entre les Corses de l'île et les Corses du continent? Bon, quelle différence? Ben, Il je n'y ne a sais pas, pas. il y Peut-être a pas que... de, il y a pas de différence. On reste ce que l'on est avec un langage peut-être différent parce qu'on a été en classe. Mais je ne crois pas. Je répète, on est le fils de son enfance, on est marqué au fer rouge d'une certaine manière, comme la mélodie de Dumas. Et voilà, on reste ce qu'on est. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé. Non, non, effectivement. Dans les traits de caractère qu'on prête généralement aux Corses, il y a le côté ombrageux, mais aussi le côté carré.
masquant ses blessures, en tout cas tout sauf versatile. J'allais dire tout sauf pinsoute ou parisien. Est-ce que vous avez eu du mal à devenir parisien, puisque ça fait quand même longtemps que vous y habitez? Non, 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 pas du tout. Je me suis coulé sans réserve faite du froid que l'on connaît à Paris. Je me suis coulé, enfin c'est aux autres de le dire, moi n'ayant pas l'impression d'avoir changé. Naturellement, j'ai appris à ne pas boire l'eau du rince-doigt, mais à part ça, le même. Est-ce qu'on peut dire que chez vous, dans votre tempérament, il y a le côté des Rinaldi et le côté des Pietri, ou bien c'est tout un? Je prends une distinction volontairement proustienne, puisque c'est quand même un auteur vers lequel on va revenir tout à l'heure, dès qu'on parlera de littérature. Mais est-ce qu'il y a ces deux côtés en vous? C'est probable. C'est probable. Moi, je pense justement que je me ressemble et que je ne vois pas beaucoup de différence. C'est que je traîne mes défauts et éventuellement quelques qualités depuis toujours. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Et en même temps, la Méditerranée est dans tous vos livres, ou dans une grande partie de votre œuvre, mais elle n'est pas toujours nommée. Mais elle est là. Et pas seulement la Méditerranée, mais la Corse elle-même est dans une grande partie de vos livres, si ce n'est la majorité. Écoutez, c'est vous qui le décidez et qui voulez. Oui, sûrement, puisque je répète inlassablement qu'on est les fils de son enfance, qu'on est marqué par les paysages, par les couleurs, par la flore, par la faune. Mais je n'ai pas fait des romans de syndicats d'initiative. J'ai laissé la porte ouverte à l'imagination et ce qui me paraît certain, c'est que c'est la Méditerranée. Après l'imagination intervient. Vous savez que pour la beauté d'une phrase, on peut tuer un personnage. Oui. Finalement, dans le débat sur la nationalité et l'identité, vous, entre le droit du sol et le droit du sang, vous avez choisi le droit du songe. Oui, 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 on peut le dire. On peut le dire, oui. On est du pays qui a forgé les premières impressions. Mais est-ce que vous diriez, comme Proust par exemple, qu'un livre est le fruit de l'obscurité et du silence? Oui. Certains, et parfois des meilleurs, peuvent écrire dans les cafés, mais je crois que un livre, c'est le fruit de la nuit. C'est là qu'on est le mieux, qu'on est un peu soulagé des douleurs de la vie quotidienne et que l'on peut se concentrer. Mais ça, c'est tellement classique que j'ai honte de le rappeler. C'est classique, mais c'est personnel, puisque vous-même, vous concevez très, très bien que certains puissent écrire dans des cafés. Donc c'est finalement assez subjectif comme point de vue. C'est la nuit. La nuit, c'est la nuit qui porte, qui vous donne des idées, et puis vous savez, écrire, c'est une bataille avec l'orthographe, une bataille avec la musique des mots. C'est un effort sans cesse renouvelé et qui est même une dépense physique aussi. Parce quand on a travaillé 4 heures, c'est comme si on avait travaillé sur un chantier d'une certaine façon. Sans évidemment
les conséquences physiques que peut donner le travail manuel. Mais il y a un épuisement parce que voilà, c'est- ce n'est pas simple. J'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup la rapidité du journalisme, la rapidité à laquelle on est contraint quand on est journaliste, parce qu'il ne faut pas mettre la copie. Enfin, et le rédacteur en chef n'attend pas. C'est parfois dans la rapidité que l'on peut trouver les meilleures, les phrases les plus percutantes. Mais le journalisme est une chose et le roman en est une autre. Vous évoquiez la presse. Est-ce que c'est l'urgence du bouclage qui joue un rôle? Parce que dans votre vie, le journalisme et la littérature ont toujours été de pair. Et c'est intéressant de voir si l'un a irrigué ou influencé l'autre, par la méthode ou par l'esprit. Vous pourriez en parler vous-même en orfèvre, Pierre. Non, ce sont deux vitesses différentes. Ce sont deux vitesses. Dans l'un, on roule en première, dans l'autre, on roule en seconde. Ce sont des vitesses très différentes. Mais quand vous avez à faire l'éloge d'Aragon à 2 heures du matin, parce que il vient de décéder, vous n'avez pas le temps. Et parfois, c'est là que vous viennent des phrases que vous n'auriez pas trouvées dans une longue réflexion. Mais je répète, des vitesses différentes. Bien sûr, et des finalités différentes. Donc le journalisme, pour vous, ça a commencé quand vous avez quitté Bastia pour Nice. Donc vous avez été engagé à Nice Matin comme chroniqueur judiciaire et pour ce qu'on appelait les chiens écrasés. Est-ce que ça a été une école? J'ai eu beaucoup de plaisir à être chroniqueur judiciaire parce que un procès, c'est la photo d'un moment de déséquilibre de la vie. Et donc, ça peut être très romanesque. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que le côté huis clos d'un procès, ça vous a inspiré quelque chose par la suite dans votre travail d'écrivain? Parce que c'est un huis clos, en fait. C'est très théâtral. Non, je suis pour la séparation des genres, bien que le plaisir d'écrire soit le même. Quand on est heureux, quand on trouve quelque chose d'heureux, je sépare absolument. Alors, c'est une séparation qui s'impose d'elle-même. Hein. On n'a pas besoin de le rappeler. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les, les faits divers. Il m'est arrivé d'arriver chez le pendu. C'était sinistre d'ailleurs, avant le sapeur-pompier. Il y a ce sont des moments d'intensité romanesque et même angoissant quand tout d'un coup nous sommes devant les assises et que l'huissier arrive en déclarant Messieurs la cour, et que vous savez qu'à ce moment-là, le destin d'un homme est fixé pour longtemps, peut-être pour toujours. C'est un moment d'une intensité que l'on ne peut même pas trouver au théâtre. C'est dur, c'est violent. Mais est-ce qu'on a retrouvé ça dans vos romans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce que vous avez vécu au tribunal qu'on retrouve dans vos romans? Je sais pas, je crois avoir inventé un avocat comme personnage. Oui. Tout ça m'irrigue, mais les choses nous viennent sans que l'on fasse un inventaire. Les choses
passe, vous viennent des souvenirs, vous viennent du souci de la phrase, vous viennent de l'expérience. Le journalisme est surtout quand on l'a pratiqué très longtemps, est quand même une porte ouverte à une salle de rédaction. C'est une salle où viennent mourir, comme meurent les vagues, toutes les rumeurs de la ville. Et vous pouvez avoir, vous avez le critique d'art, vous avez le critique de théâtre, vous avez les gens qui font de la politique, et vous avez aussi, dans les salles de rédaction, vous pouvez entendre ce que l'on ne peut pas écrire. Et ça, c'est passionnant. Évidemment, le roman est un exercice complètement différent. D'abord parce que le roman, contrairement au journalisme, c'est la solitude. Ce n'est pas seulement la nuit, mais c'est la solitude. Il n'y a pas de salle de rédaction pour les romanciers. Non. Non. Et vous-même, vous dites qu'un roman, finalement, c'est une dépression nerveuse dominée par la syntaxe. Est-ce que c'est juste une formule ou bien c'est ce que vous ressentez? Oui, je crois que je ne retranche pas, pas un mot de cette définition qui me semblait logique, enfin, même une platitude, enfin, ça me paraît tellement évident. Bon, il faudrait lire pour cela le journal de Virginia Woolf et voir par quelle épreuve on passe quand on écrit. Épreuve, disons, intellectuelle ou artistique, pour employer des grands mots qui ne sont peut-être pas de mise. Mais vous vous retirez un peu de la vie parce que la vie vous a déçu. Je dis ça en gros, hein. Je ne fais pas de dolorisme. Hein. Oui, mais enfin, vous prenez un exemple un peu extrême, puisque Virginia Woolf s'est suicidée. C'est quand même une façon légèrement extrême de concevoir l'acte littéraire. Le nombre de gens qui ont quitté la vie de leur propre gré en littérature sont très nombreux, et en peinture aussi. C'est pas un cas extrême, parce que quand avant l'acte, il y avait simplement la vie qui passe. C'était pas, c'était la vie de tout le monde, les problèmes de tout le monde, le problème de trouver un éditeur, parce qu'on était trop original. Et l'acte que vous venez de définir est un acte extrême. Les gens ne l'ont pas vécu, enfin Virginia Woolf ne l'a pas vécu avec cette sensation constante qu'elle pouvait quitter la vie. Pas la seule écrivain d'ailleurs. Actuellement, nous sommes au musée Fetch, mais vous pouvez fumer. Je sais que vous aimez beaucoup fumer dans la conversation, donc je vous le signale, comme vous êtes au musée sans y être, vous avez le droit de fumer. Hein. Oui, vous pouvez prendre une cigarette si vous voulez. Merci. Non, mais... Merci. Merci. Parce que vous connaissant depuis de très longues années, je sais que ça facilite la conversation et autant qu'on soit bien. Je veux dire que nous accordons une pause. Oui, mais une pause en continuant de parler. Voilà. Et pendant que vous mettez le feu à votre appartement. J'aperçois de très beaux tableaux en arrière-plan. Hein. Le musée Fèche est un musée connu mondialement pour ses natures mortes. Et je me souviens, mais alors là j'étais chez ma tante Jeanne, de l'avoir connu dans un état de désordre extraordinaire. Vous savez que le cardinal Fesch, grand voleur devant l'Éternel, c'était à l'époque, a donné les tableaux à Ajaccio et les livres à Bastia. Il a réparti ses vols qui étaient normaux à l'époque. On payait
les vainqueurs pillaient les vaincus. Et c'est un musée extraordinaire, hein, il faut le dire. J'ai connu des gens qui sont allés à Ajaccio rien que pour les natures mortes, pour voir les natures mortes et les tableaux du musée Fesch, qui est une splendeur. Alors pour ce qui est du désordre, je peux vous rassurer, grâce à Marie-Laure Mosconi-Mattei, tout ça s'est arrangé, et grâce à Philippe Costamagna aussi, c'est beaucoup mieux rangé, et les trésors de ce musée sont visités très régulièrement par des visiteurs du monde entier, et beaucoup d'Italiens d'ailleurs, si j'en juge par ce qu'on entend. Si j'en juge par ce qu'on entend dans les couloirs de ce très beau musée qui vous attend pour la prochaine fois quand vous serez en meilleure santé. J'en reviens au journalisme. Quand j'aurai retrouvé mes jambes qui m'interdisent de participer aux Jeux Olympiques, du moins pour le moment. Oui, à ceux de Paris, mais dans 4 ans, on verra bien. Est-ce que c'est important le journalisme parce que vous vous êtes toujours défini comme journaliste, même après que vous ne soyez plus dans l'exercice quotidien ou hebdomadaire. Vous avez continué jusqu'à aujourd'hui à conserver une fidélité au journalisme. Et je me demande même si vous n'avez pas davantage d'affection pour le milieu de la presse que pour celui de la littérature et de l'édition, le milieu littéraire. Bon, j'aime beaucoup la presse. J'ai publié mon premier article dans un journal local sous un pseudonyme parce que je ne m'aurais pas pris au sérieux. D'ailleurs, il n'y avait pas à me prendre au sérieux. Et c'est vrai, j'aime beaucoup, je dirais, j'aime violemment la presse. C'était quel journal? Ça s'appelait L'Informateur, qui est à Bastia, qui existe toujours. Dans l'imprimerie, se trouvait dans une petite ruelle, un passage, et l'on entendait la cadence de la Marinani qui imprimait. J'entends encore le bruit de cette machine. C'était pour moi extraordinaire. Donc j'ai aussi participé à 15 ans à une revue qui était la revue d'un imprimeur qui s'offrait le luxe d'une revue. Alors je prenais la copie à des gens qui avaient du talent, il y en avait, et des amateurs éclairés. Bon, ça a duré quelques numéros. Je ne sais pas. Comment s'appelait-elle, cette revue? À ma grande honte, j'ai oublié. Parce que vous avez aussi collaboré à une revue de très haute qualité qui s'appelait Kirn. Qui s'appelait? Kirn. Oui, j'ai aussi collaboré à un journal mis en dialecte, mis en français, qui s'appelait Oumontez. Oumontez, c'est le vent qui descend de la montagne le soir. La revue Kirn, vous la voyez là, je l'ai avec moi, je vous l'ai apportée. Je n'ose le dire parce que j'y collaborais, mais c'était une très bonne revue. Ben écoutez, moi qui n'y collaborais pas, je peux le dire parce que quand même, il faut imaginer. Donc, nous sommes dans les années, les années 70. Le directeur, c'était donc Dominique Alfonsi. Mais quand je regarde les noms du comité éditorial, je suis frappé parce qu'il y a là des gens qui sont devenus des journalistes de très haut talent. Philippe Alfonsi, François Bott, André Campana, Pierre Cangioni, Jean-Marie Colombani, Angelo Rinaldi, Jacques Sauvageau, des gens que vous avez croisés par la suite. Oui, je les ai croisés. Ce sont des gens remarquables qui ont fait de très belles carrières. Je suis heureux que vous citiez le nom d'André Campana, avec qui j'avais, quand j'étais adolescent,
assisté à la Mirandella des poètes à Evisa, qui est un village sublime. Et il a réalisé un film sur les Juifs en Corse. Et il se trouve, c'est un film qui a été très bien accueilli, je crois, à Tel Aviv. Et il trouve que les Corses n'ont jamais été antisémites. Et il y a un document curieux qui est la réponse du préfet local, un continental, un Pinsud, qui répondait aux inlassables demandes de Vichy. Alors, vous ne nous envoyez pas des Juifs, vous ne nous envoyez pas des Juifs. Et le préfet a répondu un jour, non, il n'y a pas de Juifs en Corse, sauf éventuellement des touristes de passage. Vous imaginez en 1942 des touristes de passage. Donc les Corses ont été remarquables. C'est le seul département qui n'ait pas livré des victimes au Moloch de Vichy et à la folie antisémite de Vichy. C'est quelque chose que vous citez souvent parce que vous en êtes très fier. Ça vous rend fier d'être corse, parce que c'est un élément, un fait historique dont vous êtes très fier. Ben, écoutez, le problème se pose parce que, de façon qui nous a tous renversés, c'est la résurgence actuellement de l'antisémitisme. On pensait que tout avait été dit par Primo Levi, par la Shoah, le film de Claude Lanzmann, qui était le cadet de la bande à Sartre, par Robert Antelme, enfin, il y avait encore, j'en ai connu, des gens qui avaient survécu, dans quel état souvent, au drame de la Shoah, et on pensait que l'affaire était classée. Moi, je n'y pensais plus. Un jour, on m'a demandé d'adhérer à l'ELICRA, une jeune fille. Je l'ai fait, puis j'ai laissé tomber parce que ça me paraissait un problème dépassé, parce que nous avions tous pris conscience de l'horreur, ma génération et les précédentes, même plus âgées que moi, et que c'était dit, ça ne reviendrait plus. Et puis voilà que tout d'un coup, dans l'actualité la plus pénible que nous vivons en ce moment, ressurgissent des choses qui nous paraissent extravagantes, mais qui, quelquefois, affectent et infectent aussi la gauche. C'est quelque chose aussi, c'est une résurgence finalement aussi de la guerre qui revient tout le temps, pas seulement dans l'actualité, mais même parfois dans vos livres. Dans vos livres et aussi dans vos articles et même dans votre attitude en tant que membre d'une rédaction. Vous êtes passé après Nice Matin par Paris Jour, je crois. Vous avez été, comme on dit, rewriter, c'est-à-dire, vous avez une belle formule pour ça, mais je l'ai oublié, mais ça va me revenir. Quelle était votre formule? C'était redresseur de ligne ou quelque chose comme ça? C'était... Oui, réparateur de syntaxe. Réparateur de syntaxe, superbe. Je vous le pique et je m'en resservirai un jour en disant que c'est de moi. Je vous le donne, il est net du droit d'auteur. Ah ben ça tombe bien. Mais non, la guerre, pour dire aux gens qui nous regardent et nous écoutent et vous écoutent à quel point c'est important, vous avez provoqué un scandale dans le journal dans lequel vous travaillez, il y a des années de cela, l'Express, le journal de François Giroud et de Jean-François Revel, qui sont les deux personnages clés de votre parcours journalistique. Et dans ma vie, toujours. Et dans votre vie, parce que c'était des amis très proches. Et oui. Vous êtes resté plus de 20 ans à l'Express. Vous étiez le grand critique littéraire de l'Express. Et puis arrive une affaire qui n'a rien de littéraire, l'affaire Paul Touvier, du nom Paul Touvier. Oh oui, bien sûr. Alors,
J'avais été. J'étais. Oui, donc j'étais scandalisé. il faut donc rappeler ce que c'était. Donc le milicien de Lyon, Paul Touvier, qui avait été arrêté, accusé de crime, et 3 magistrats décident la relaxe, en quelque sorte, et vous faites partie de ceux qui... Au bénéfice du temps, au bénéfice du temps et de la prescription. Seulement, là, le journal me refuse de publier comment dirais-je, une liste de gens qui protestent. Je crois que ça a été un manifeste. Un manifeste. Le manifeste le plus riche en noms que l'on ait pu trouver de l'après-guerre. Et nous avons traîné exprès les magistrats dans la boue et en disant on va nous faire un procès, puis après on verra. Et puis, comme par hasard, un mois après, la Cour de cassation trouve un vice de forme et ce vice de forme réintroduit Touvier dans le circuit littéraire, Touvier qui était protégé par les prêtres d'ailleurs dans les cours, et il y a une nouvelle forme de délit, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles, ce qui fait que Touvier a pu revenir devant le tribunal, devant la cour d'assises. Voilà, ça nous avait tous scandalisés. Oui, mais cette affaire avait mobilisé la rédaction de l'Express parce qu'il y a eu vraiment deux camps opposés l'un à l'autre et ça a été... vous étiez un peu un chef de file d'un des deux camps par rapport à l'attitude qu'il fallait adopter. Le journal a eu peur de s'engager parce que pesait lourd le propriétaire de l'époque. Vous savez que les journaux changent de propriétaire souvent. Et c'est Jean-François Kahn qui nous a donné l'hospitalité dans son journal. L'événement du jeudi. L'événement du jeudi, qui allait devenir Marianne plus tard. Et donc, nous avions réussi notre affaire. Enfin, réussir, c'était tellement douloureux, d'une certaine manière. Et puis une autre affaire, mais qui n'est pas très loin, c'est en 2011 quand vous avez démissionné de la présidence de l'association Défense de la langue française pour protester contre le fait que le prix Richelieu soit attribué à Éric Zemmour. C'était il y a une dizaine d'années. On ne m'a pas avisé, on m'a pas averti. La nomination de surtout sous les auspices du cardinal de Richelieu, on ne m'a rien dit, donc on m'a mis devant le fait accompli. Bon, je suis parti. C'était normal. Tout le monde à ma place à mon récolte. Et vous avez démissionné. Je repense aux différences entre milieu journalistique et milieu littéraire. Dans le milieu littéraire, il y a tout de même deux hommes auxquels vous êtes restés attachés, à qui vous devez quelque chose. Ce sont deux éditeurs. Ils ne sont pas si nombreux que ça, des grands éditeurs. Je pense à Maurice Nadeau et à Claude Durand. Maurice Nadeau, il a été le premier. Il a été le premier. Vous imaginez l'émotion d'un journaliste de province qui reçoit l'acceptation de son manuscrit, signé par le grand Maurice, que je connaissais bien, puisque je lisais les lettres nouvelles, l'excellente revue, que j'avais découvert en Bruges d'ailleurs. Et voilà, je lui dois tout. Je dois tout à Maurice. Et puis, je dois beaucoup à Claude Durand. Il y a eu, bien sûr, dans l'intervalle, Claude Gallimard, mais enfin, il venait après, quoi. D'ailleurs,
Maurice Nadeau, malgré l'attachement réciproque, ne vous a pas gardé. Il avait cette habitude de découvrir le premier des futurs écrivains, mais de leur dire finalement, si vous voulez aller ailleurs, ne vous gênez pas. Dans mon petit cas, c'était un peu différent parce que De Noël appartenait à Gallimard et à l'époque, il y avait encore des contrats d'exclusivité. Maurice, sur un coup de colère, parce qu'on lui reprochait de trop publier, a quitté Gallimard. Et nous étions tous liés par les contrats avec. D'ailleurs, je n'ai pas précisément à me plaindre de la NRF, au contraire. Mais enfin, ça venait après. Et Claude Durand, est-ce que c'était pour des raisons humaines, j'allais dire, davantage que pour des raisons strictement éditoriales, votre amitié et votre estime pour lui? Non, moi j'avais beaucoup d'estime parce que c'était un fouineur. Quelquefois j'ai découvert des écrivains sur la foi d'un article, il leur proposait un contrat. C'était un éditeur un peu à part parce que c'était aussi un écrivain. Claude était un écrivain, il avait d'ailleurs eu le prix Médicis. Et Maurice Nadeau a écrit l'histoire du surréalisme, il a publié des mémoires. Ce sont des personnalités qui étaient doubles, ce qui aiguisait leur amour dans la littérature, parce qu'ils savaient ce que c'était. Est-ce qu'il y a des éditeurs ou des écrivains amis qui ont influencé votre écriture, qui, par exemple, relisaient vos manuscrits? Est-ce que Hector Bianchotti, à qui vous avez été longtemps lié, est-ce qu'il relisait vos manuscrits, par exemple, ou d'autres? Non. J'ai convaincu Hector de passer au français parce qu'il était en train de perdre l'espagnol. Mais il m'est arrivé de relire ses manuscrits, bien entendu. Et je me félicitais de l'avoir poussé à devenir un auteur français. J'ai pu faire une ou deux suggestions en passant, mais c'est tout, vous n'avez pas besoin de moi. Et comme je le fais quelquefois, quand des amis, quelquefois trop nombreux, me soumettent des manuscrits en pensant que j'ai la formule magique. Si j'avais la formule magique, je commencerais par me l'appliquer moi-même. Enfin bref, tout ça, ce sont des services qu'on se rend entre amis en disant voilà, moi je pense ceci, tu en fais ce que tu veux, sans plus. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y en a qui ont lu vos manuscrits et qui vous ont fait des suggestions, ou même vos livres, des proches qui vous ont fait des suggestions? C'est-à-dire, que voulez-vous dire par là? Eh bien, parfois, on se lie entre amis, soit à l'état de manuscrit, soit à l'état de livres publiés, et on se permet des critiques, des observations, même des conseils. Oui, mais il se passe ceci lorsque des amis, je pense à Veillergans, qui m'avait dit une fois, tu ne m'as jamais tu m'as jamais consacré un papier. Plus je suis proche des gens, plus je suis angoissé à l'idée de j'en fais trop, j'en fais pas assez, c'est pas juste, il va se froisser. Alors, plus les gens sont proches de moi, plus je suis disposé à être un lecteur et je n'écris pas d'articles. C'est une censure qui tombe sur moi. D'autant plus que vos articles, on les guettait, on les attendait, mais c'était à double tranchant, parce que très souvent, et c'est la réputation que vous vous êtes faite volontairement, pas volontairement, peu importe, c'était des articles très durs. Dans le dictionnaire des idées reçues, à la Flaubert, on pourrait dire Angelo Rinaldi, critique redouté. C'est une idée reçue parce que
parce que vous n'étiez pas que redouté pour votre plume parfois virulente ou dure, mais vous l'étiez aussi. Si vous aussi. mettons fin, mais je l'espère, à une légende, j'ai toujours été indépendant. Sur 10 articles que j'ai pu écrire, 8 étaient favorables, avait calculé Jean-François Revel, quand à sa demande, on avait publié un recueil d'articles. Voilà, 8, ça me paraît normal, et même assez faible. Je Mais n'ai jamais. Oui, non, mais si le public ou les journalistes ont beaucoup retenu, ou le milieu littéraire, les articles durs, c'est que très souvent, ce sont des articles qui étaient sévères, avec talent, ce qui est inexcusable, pour des vaches sacrées, des Houellebecq, des Marguerite Duras, des Alain Robbe-Grillet et quelques autres. Alors évidemment, ça, on s'en souvient davantage que des éloges d'Elizabeth Taylor, de John McGahern. parce que, Pierre, parce que le public a le goût du sang, il ne retient que cela, mais le nombre de livres que j'ai prêchés, souvent en vain. Ah ben, C'est-à-dire que je peux en je citer vendais. quelques-uns, Italo Svevo, Frédéric Zorn, François Augiéras, qui est très peu Oui, lu, Olivier Laronde, qui est très peu lu, ou Dominique Fabre. Bien sûr, c'est des noms qui disent moins que Philippe Gian ou d'autres que vous oui. avez quand même descendus. Ça, c'est... 2 sur 10. Je n'ai jamais comment dirais-je, exprimé une opinion contraire à un premier livre. Mes victimes, je mets entre guillemets, étaient des gens qui n'avaient pas besoin de moi pour avoir un grand public, pour être reconnu. Non, je disais ce que je pensais, tout simplement. Et puis je remettais ma copie au rédacteur en chef. Ça allait? Oui, ça va. Et puis je pensais à l'article de la semaine suivante. De toute façon, s'agissant de critique littéraire, ça n'a pas grand sens de parler de méchanceté ou de gentillesse. Non, mais bon et méchant, ce sont des mots de mondain. Oui, La on littérature, critique, ce on n'est pas de critique, la mondanité. On le dit, on on dit ce qu'on critique, pense. on critique en fonction d'un absolu de la littérature, en Oui, fonction voilà. Enfin, du des juge. idées. L'absolu est un terme un peu trop prétentieux. De l'idée que l'on a, parce qu'on a lu, parce qu'on est un tel, parce qu'on a eu, elle a été influencé par un tel, parce qu'on a, voilà, on se fait une idée et puis on l'applique et puis, Inch'Allah. Moi, je pensais tout de suite au, à l'article suivant. De toute façon, c'est une question de jugement et de discernement. Donc, ça ne se discute pas, j'allais dire. Non, 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 c'est l'affaire de subjectivité aussi. Euh, en relisant certains de vos livres, ce qui m'a frappé, c'est je ne cherchais pas une thématique, je cherchais un fil rouge ou un fil invisible, un fil d'Ariane. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même un sentiment de nostalgie et même de mélancolie, parce que ce sont des romans travaillés par le ressouvenir, par la réminiscence. C'est en ça qu'ils sont proustiens davantage que par la longueur des phrases. C'est ce retour permanent à l'enfance, à la jeunesse du narrateur, c'est-à-dire vous très souvent, même le retour dans l'île, évidemment, dans la terre de l'enfance. Et c'est en ça que la Corse est très présente en permanence, même si elle n'est pas toujours nommée. Et cette mélancolie, je ne sais pas si vous l'acceptez ou pas. Bon, la mélancolie, c'est le seul sentiment qui pense, vous le savez bien. Et puis nous avons cela comme trait en tant qu'insulaire.
les sardes sont les mêmes, mais on ne connaît pas assez la littérature de Grazia Deledda qui a eu le prix Nobel avant la guerre. Je crois que c'est un sentiment assez commun en Méditerranée. C'est du moins ce qui me semble. En tout cas, pour ce qui est de la carte, vous savez, l'histoire de l'île a toujours été une histoire tragique. Hein. Je, 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 ça ne conduit pas forcément au Crazy Horse Saloon. C'est, me semble-t-il, dans les gènes que, que, nous, que nous charrions cette mélancolie. Enfin, c'est la terre des Volsci, c'est la terre des vendettas, c'est la terre. Enfin, je ne vais pas vous, vous faire la chronique des faits divers, qui est toujours florissante d'ailleurs. Vous remarquerez, Angelo, que nous avons parlé depuis 1 heure de la Corse sans prononcer le nom du plus célèbre des Corses. Et je ne parle pas de Tino Rossi. Mm-hmm. Oh, vous auriez dû, c'est un charmant chanteur. De qui voulez-vous parler? Bah, de celui qui n'est pas votre cousin, manifestement. Je parle de Napoléon. Bon, je suis assez vacciné contre cette forme de bonapartisme. C'est un destin exceptionnel, près desquels nous ne sommes rien. Mais je trouve que il a confisqué la révolution, parce que la bourgeoisie voulait un peu d'or. Il a fait tuer des millions d'Européens, pas seulement de Français. Il a laissé le pays plus petit qu'il ne l'était. Je ne trouve pas de... Il a privé les femmes de certains droits que la révolution, je pense à Olympe de Gouges, demandait. Je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu admirer ce personnage, qui est un personnage extraordinaire, tout ce qu'on veut, mais qu'on peut juger du point de vue d'une aventure personnelle. Mais j'étais aussi un cynique qui disait, chez les bouddhistes, je me serais fait bouddhiste. Mais non, ça a glissé sur moi. Je suis encore plus pour le second, qui était le troisième, le numéro 3, qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. Non, je suis trop républicain pour aimer les capitaines. De toute façon, vainqueurs. De toute façon, vous serez toujours plus proche des petites gens, des gens de peu, des déshérités. Mais ça, c'est l'héritage familial. Oui. C'est l'héritage familial aussi. Ah, absolument, absolument. Je me souviens d'avoir lu parmi les livres de mon adolescence le livre de Vasco Pratolini, Cronaca della povera gente, qui m'avait absolument bouleversé. Oui, c'est un milieu que je connais. C'est comme ça. Eh bien, Angelo, il y a tout un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de vos différents livres. Mais ça, on va en parler en direct, après ce film, avec Claude Arnaud, de plusieurs de vos livres. Donc, en votre absence, un mot encore, parce que l'Académie française, ça compte. Vous n'êtes pas très nombreux à l'Académie française, enfin, je veux dire des Corses. Dans l'histoire, ça n'a pas été... vous n'avez pas, disons, monopolisé l'Académie française, les Corses. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs de vos amis académiciens ne sont plus de ce monde, que vous m'avez l'air un peu seul à l'Académie française et que finalement, celui de l'Académie française avec lequel vous vous entendez le mieux, d'après ce que je crois savoir, n'est pas académicien, c'est Jean-Mathieu Pasqualini, le secrétaire général. C'est un homme remarquable, ce professeur d'agrégé de philo est un homme
absolument remarquable, qui connaît tous les rouages de l'Académie, qui est d'un dévouement sans limite et qui a été le très précieux collaborateur de Madame Hélène Carrère-d'Ancos, que j'admirais beaucoup et que nous avions cru, c'est le cas de le dire, immortelle et dont la disparition nous a tous bouleversés. Mais le temps passe et j'ai perdu tous les amis qui m'avaient eu la gentillesse de m'élire. Je renonce à les compter, il y en a au moins 18 en 20 ans, ça fait beaucoup. Je voudrais terminer avec une citation de vous. D'après ce que je crois savoir, en tout cas Jean-François Degnaud, qui vous a reçu à l'Académie par un très beau discours de réception, dit que à chaque fois qu'on vous a proposé d'entrer à l'Académie française, vous répondiez « Je suis corse, jamais je ne me présenterai à une élection pour laquelle je ne maîtrise pas les listes électorales et les feuilles d'émargement ». Donc, si vous êtes rentré à l'Académie, c'est que finalement, vous avez pu contrôler tout ça. Enfin, faites la part du boutade. Mais enfin, ça me rappelle une anecdote très connue. C'était dans un village partagé en deux, naturellement. Et pour qu'il n'y ait pas de heurts, les uns votaient le matin et les autres le soir. Et un assesseur a eu l'idée géniale d'introduire un insecte plongé dans l'encre qui attachait tous les bulletins du dessus. Voilà. 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 Bon, ce sont d'habitudes qui ont certainement disparu maintenant qu'il y a d'autres moyens de contrôle des listes électorales. Ça fait partie de ce qui était l'ancien folklore. Eh bien, merci Angelo Rinaldi de vous être prêté à la conversation en duplex de la place de la République, ou tout près, à Paris. Le musée Fetch vous attend pour une visite privée. Si vous passez par le boulevard Lantivie, pensez à moi, parce que c'est un endroit merveilleux, associé pour moi à des souvenirs d'amitié, c'est un des coins les plus charmants du Golfe, avec Portiche, naturellement. Merci et à bientôt. Merci, Pierre. Merci de votre indulgence.